d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'étoile civique, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une institution au service du bien commun depuis 1930. Alors, pourquoi on a dit bien commun? J'étais hier, ce matin, avec la maire du 8e, et elle m'a dit, c'est très bien qu'on mette une institution du bien commun. Parce que l'étoile civique, c'est pour tout le monde. Du plus connu à celui qu'on ne connaît pas. À titre d'exemple, je vais vous dire un petit peu, vous avez dû entendre le 1er janvier 2026, le terrible incendie qu'il y a eu, donc à Montana. Et nous avons réussi à retrouver les 2 personnes qui avaient sauvé à peu près 30 ou 40 personnes, qui sont le père et le fils. Et ils sont maintenant adhérents d'étoile civique, et on va leur remettre une médaille de l'étoile civique en fin d'année au Sénat. Voilà. Personne, on en a parlé un petit peu, plus personne n'en parlait, ben nous on a décidé de s'honorer. C'est ce que fait l'étoile civique. Donc il a été créé en 1930, le 22 février 1930, avec une publication au journal officiel de 7 mars 1930, c'était le numéro 57. Après, ça s'appelait à l'époque non pas l'étoile civique, mais le mérite civique. En 54, on a une reconnaissance couronnée par l'Académie française. En 68, évolution, changement du nom par décret. On est devenu l'étoile civique. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle a décidé de réformer toutes les remises qui étaient faites. Ils en ont enlevé à peu près les 2/3 parce qu'il y en avait trop. Donc nous on est resté, mais on nous a demandé de nous appeler l'étoile civique. J'aurais bien préféré que ce soit l'étoile civique, mais voilà. On n'y peut rien. Et on a changé aussi, mais là c'est tout récent, c'est moi qui l'ai demandé. On avait 4 niveaux de distinction. On avait l'étoile d'or, l'étoile de vermeil, l'étoile d'argent, l'étoile de bronze. Étoile, ça me gênait un petit peu, ça me faisait penser un petit peu les médailles en Afrique, voilà. Donc on l'a changé, et maintenant c'est la première c'est chevalier, donc bronze, officier argent, commandeur vermeil et grand officier or. C'est nettement mieux, c'est reconnu par plus de monde et tout le monde sait un petit peu ce qu'il en est. Aujourd'hui, je suis très très content parce qu'on a fait un accord avec notre ami Ali par rapport à votre syndicat et on en parlait depuis plus de temps d'ailleurs, Ali, c'est vrai. D'ailleurs, Ali est médaillé aussi d'étoile civique et donc on a décidé de faire un accord ensemble et de développer l'étoile civique par rapport à tous les adhérents de chez vous et tous les gens qui sont méritants. Voilà. Sarah, donc, qui est notre journaliste. On a aussi notre photographe qui est ici, qui elle va faire une présentation de la promotion. Mais avant, je vais laisser Ali parler un petit peu. Merci Jean-Luc. Alors, je n'avais pas prévu de faire un discours. Moi, je vous ai présenté les récipiendaires, mais tu me prends comme ça. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai qu'en fait, un élément important, c'est la reconnaissance en France. Et je parle sous le général Petri, la reconnaissance du mérite à la nation et du mérite de manière générale. Le lien entre la nation et la citoyenneté, je crois que c'est un élément important, d'ailleurs un élément qui remplit le DHED, le lien entre la société civile et la nation, comment engager la société civile au service de la nation. Je crois que voilà, c'est une petite pierre à l'édifice, mais c'est une pierre qui compte, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui passent du temps, qui passent des années, et je vois Loïc aura l'occasion d'en reparler, de très longues années au service des autres, pour aider les autres. Et il me semble que ce dispositif qui est assez inédit permet de manière officielle de reconnaître le mérite, comme son nom l'indique, le mérite civique. Et le mérite aussi, encore une fois, à l'intérêt général et à l'intérêt à la nation, d'où la présence du général. Et donc ça, c'était important pour nous de le formaliser aujourd'hui. On a une belle promotion, vous verrez, avec des parcours très différents, mais très engagés, très impliqués. Et je vous remercie d'être venus toutes et tous ici, en famille, parce que c'est aussi un endroit institutionnel, le Sénat, une assemblée nationale qui reçoit justement les citoyens et qui reconnaît aussi les mérites de nos concitoyens. Donc voilà, ce mot en préambule pour dire que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et qui va se développer avec le projet. Merci à vous. Sarah.
messieurs, bonsoir. Cette promotion s'appelle Gisèle Halimi. Choisir de donner le nom de Gisèle Halimi à une promotion de l'étoile civique revient à rendre hommage à une femme dont le parcours a profondément marqué l'histoire de la justice, des libertés publiques et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Née le 27 juillet 1927 à La Goulette, près de Tunis, alors sous protectorat français, Gisèle Halimi grandit dans une société où les inégalités entre les sexes sont fortement ancrées. Très jeune, elle refuse les conventions qui lui sont imposées et qui placent la femme dans ses limites et développe un profond attachement aux libertés, dignité et à la justice. Après des études de droit, elle devient avocate et prête serment en 1949, entamant une carrière qui fera d'elle l'une des plus grandes figures du barreau français. Tout au long de sa vie, elle défend avec détermination les victimes d'injustice et les personnes privées de leurs droits. Pendant la guerre d'Algérie, elle assure notamment la défense des militants indépendantistes et dénonce publiquement l'usage de la torture, faisant preuve d'un courage remarquable dans un contexte politique particulièrement tendu. Son nom reste surtout associé à son combat pour les droits des femmes. En 1971, elle est l'une des signataires du célèbre manifeste des 343, dans lequel 343 femmes déclarent avoir eu recours à un avortement, alors que celui-ci est encore interdit en France. Cet acte de désobéissance civile contribue à ouvrir un vaste débat national. 2 ans plus tard, elle devient l'avocate de la jeune Marie-Claire Chevalier, poursuivie pour avoir avorté après un viol. Le procès de Bobigny, brillamment mené par Gisèle Halimi, dépasse largement le cadre judiciaire et devient un véritable procès de la loi elle-même. L'émotion suscitée dans l'opinion publique contribue à préparer l'adoption de la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse portée quelques années plus tard par Simone Veil. D'ailleurs, on a eu l'année dernière la promotion s'appelait Simone Veil. En parallèle à son activité d'avocate, Gisèle Halimi s'engage en politique et siège comme députée à l'Assemblée nationale de 1981 à 1984. Elle poursuit inlassablement son action en faveur de l'égalité, de la lutte contre toutes les discriminations et du respect des droits fondamentaux. Elle cofonde également l'association Choisir la cause des femmes, qui joue un rôle important dans la défense juridique et politique des droits des femmes. En préambule, avant de commencer, je voulais remercier les femmes de l'ombre, parce qu'un bel événement, c'est aussi une organisation, un travail. Je suis arrivé en général un petit peu en retard parce qu'il fallait accueillir tout le monde. Et je voulais remercier, je voudrais qu'on applaudisse Noria et Malika, toute l'équipe, pour cette belle organisation. C'est grâce à vous que tout ça s'est réalisé, s'est produit. Alors, en préambule, donc, Laurent, est-ce que tu veux bien t'avancer, s'il te plaît, Laurent Lost. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme dont l'engagement, la constance et le sens du collectif forcent le respect, Monsieur Laurent Lost. Depuis plus de 35 années, Laurent Lost incarne un syndicalisme exigeant, profondément humain, guidé par une conviction forte, celle de défendre, d'accompagner, de faire progresser les femmes, on ne pas dit tout à l'heure, et les hommes dans leur environnement professionnel. Son engagement s'est inscrit durablement dans le secteur exigeant de la métallurgie, notamment chez Hewlett-Packard, où il a exercé de nombreuses responsabilités. Vice-président du syndicat des Hauts-de-Seine, secrétaire général de l'Union départementale, conseiller au niveau confédéral et fédéral, défenseur prud'homal. Autant de fonctions qu'il a assumées avec sérieux, loyauté et efficacité. Mais au-delà des intitulés, c'est un style qui se distingue, celui d'un leader constructif, à l'écoute, capable de rassembler, de redonner confiance, notamment dans des contextes de redressement ou de transformation de l'organisation. Je pense notamment à Hewlett-Packard qui a connu quelques organisations. Un homme qui privilégie le dialogue, la pédagogie et la recherche de solutions durables. Cet engagement ne s'est pas arrêté aux frontières du monde professionnel. Laurent Lost a également choisi de servir l'intérêt général à l'échelle locale. Conseiller municipal à Beaujour depuis 2020, puis maire adjoint jusqu'en 2026, il a pris en charge des délégations structurantes, services techniques, travaux de développement durable, mobilité et espace public. Dans ses fonctions, il s'est particulièrement investi sur des sujets d'avenir, la transition énergétique, l'amélioration du cadre de vie et le développement de mobilité plus durable et apaisée. Aujourd'hui encore, il poursuit cet engagement en tant qu'élu actif
au service de nos concitoyens. Parallèlement, Laurent Lost a toujours accordé une place essentielle à la vie associative. Président fondateur d'un club de tir à l'arc, il a su fédérer autour d'un projet sportif et humain, promouvant l'esprit d'équipe, la transmission et le lien social. Son implication auprès des seniors et dans des initiatives locales témoigne d'une volonté constante, maintenir et renforcer les liens entre les générations. Son parcours est également marqué par une grande résilience. Dans les moments les plus exigeants, Laurent a su faire preuve de solidité, de lucidité et d'un sens aigu des responsabilités. Cette capacité à avancer, à construire, à fédérer est sans doute l'une de tes qualités chères, Laurent, les plus remarquables. Laurent Lost, à travers cette distinction, c'est bien plus qu'un parcours que nous honorons. C'est une manière d'être, de faire, de s'engager, d'avoir le sens, excusez-moi, je suis un peu ému, de loyauté, le sens du service et d'attention portée aux autres. Vous incarnez des valeurs essentielles, le dialogue social, la solidarité, la responsabilité et l'intérêt général. Au nom de tous, au nom de l'Étoile civique, cher Jean-Luc, au nom de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, des valeurs chrétiennes, je tiens à vous adresser nos plus chaleureuses félicitations ainsi que notre profonde reconnaissance pour l'ensemble de votre engagement au service des autres. Je vous remercie. Shalom. Cher Laurent, en plus on s'est rencontrés sans le savoir, d'ailleurs, samedi, sous l'Arc de Triomphe, qui était d'ailleurs très très chaud. Et quand je dis qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont trouvé, tu en es le témoin, tu as vu qu'il y a eu énormément de personnes, parce que sur 500 personnes, vous en avez 200 qui, malheureusement, ont eu des soucis suite à la chaleur. Donc c'est tout à fait logique que l'on te remette la médaille de chevalier, médaille de bronze de l'Étoile civique. Bravo. Fort dans le parcours force également le respect, comme Laurent, tant par sa richesse que par sa constance également dans l'engagement. Monsieur Loïc Basset, né le 14 mai 1954. Homme de famille, Loïc partage depuis de nombreuses années sa vie avec son épouse Catherine, qui est ici présente. Qu'il a épousée en octobre 1983. Et j'avais 3 ans. Ouais. Et avec laquelle il a élevé leurs 2 fils, Gaëtan et Vincent, qui sont dans la salle. Cette stabilité, cet attachement aux valeurs familiales reflète déjà les fondements d'un parcours marqué par la fidélité, la persévérance et le sens des responsabilités. Le parcours scolaire de Loïc Basset n'a rien d'un long fleuve tranquille. Après des débuts qualifiés de chaotiques, il démontre très tôt une qualité essentielle, la détermination. Progressivement, il reprend son chemin, s'oriente vers l'enseignement technique, obtient un CAP en électromécanique en 1973, puis un baccalauréat en électrotechnique en 1976. Ce parcours, construit pas à pas, est le premier témoignage d'une volonté sans faille d'avancer et de se dépasser. Mais ce goût de l'effort ne s'arrête pas là. En 1982, Loïc entreprend en parallèle de sa vie professionnelle un cursus au Conservatoire national des arts et métiers. Pendant 6 années, il approfondit ses connaissances en économie et en gestion des petites entreprises. Et preuve d'un engagement intellectuel constant, il poursuit encore ses études bien plus tard, obtenant en 2012 un Master 2 en droit des ressources humaines et protection sociale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Peu nombreux sont ceux qui, après une carrière déjà bien remplie, continuent à investir dans la transmission et la connaissance. Son engagement ne se limite pas là, à la sphère académique ou professionnelle. Très jeune, Loïc Basset s'investit au sein de la Croix-Rouge française, gravissant les échelons, jusqu'à devenir chef d'équipe et moniteur. Déjà, apparaît cette volonté d'aider, de transmettre et de servir les autres. Sa jeunesse est également marquée par des expériences professionnelles riches et variées, notamment dans le domaine du tourisme et des activités nautiques, où il exerce en tant que moniteur de voile puis de planche à voile. Ces expériences témoignent d'un esprit d'initiative, d'un sens pédagogique et d'une capacité d'adaptation remarquable. En 1980, il rentre dans une entreprise qui est fleuron de l'industrie française, Dassault Aviation. Une étape majeure qui sera le socle de son engagement professionnel et syndical.
C'est là qu'il rencontre Gilles Rousseau, au fond de la salle. Tu en auras aussi pour ton grade tout à l'heure. Et c'est là qu'il adhère à la CFTC, organisation à laquelle il restera profondément attaché tout au long de sa vie. Et encore aujourd'hui. Durant près de 4 décennies, de 1984 à 2021, Loïc Basset s'engage comme délégué syndical, puis représentant syndical au comité social et économique central. Son engagement est total, constant, au service des salariés, au service du dialogue social. Il incarne un syndicalisme exigeant comme lent, responsable et profondément humain. Cet engagement prend plusieurs formes. Conseiller du salarié, défenseur syndical, conseiller prud'homal, au conseil de Nanterre, section encadrement, où il présidera de nombreuses audiences et contribuera à rendre une justice sociale, éclairée et équilibrée. Mais au-delà des mandats, ce qui marque, c'est sa volonté de transmettre. Depuis 2021, Loïc Basset est formateur en droit social, mettant son expérience au service des autres, contribuant à former de nouvelles générations d'acteurs du dialogue social. Depuis 2013 également, en tant que trésorier du syndicat CFTC de la métallurgie de Hauts-de-Seine, il met son expertise au service de la gestion et continue d'accompagner salariés et dirigeants de très petites entreprises, apportant conseil et soutien avec la même exigence. Monsieur Loïc Basset, votre parcours est celui d'un homme qui n'a jamais renoncé, un homme qui a su transformer les obstacles en opportunités et faire de son engagement une véritable vocation. À travers cette distinction, c'est une vie d'engagement, de persévérance et de service que nous honorons avec Jean-Luc aujourd'hui. Recevez, cher Loïc Basset, nos plus sincères félicitations et l'expression de notre profonde reconnaissance. Je vous remercie. Bravo. Non, je dirais qu'on les remercie Ali pour la synthèse qu'il a pu faire de mon parcours. Je suis très content, très satisfait. Le fait qu'il ait oublié ma famille, c'est mon temps, mon épouse et les 2 enfants pour aujourd'hui. Et puis, très content aussi de pouvoir servir les salariés ou, comme je le disais aussi, les chefs de très petites entreprises qui ne connaissent rien en droit social et qui ont besoin d'être éduqués. Merci. Au nom de l'école civique, nous te remettons le diplôme d'officier de l'école civique. Vous êtes né le 27 février 1959 à Paris, dans le 10e arrondissement. Après des études à l'École nationale de commerce, vous avez débuté une carrière remarquable chez IBM France en qualité d'ingénieur d'affaires. Au fil de plus de 42 années d'engagement professionnel, ce qui est assez rare dans la même entreprise. Vous avez occupé de nombreuses responsabilités, témoignant d'une progression constante, fondée sur votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif. Vous avez notamment achevé votre parcours en tant que directeur commercial chez IBM et chez Box France, partenaire d'IBM, incarnant pleinement les exigences d'un leadership commercial et respecté. Mais votre parcours ne saurait se résumer à votre réussite professionnelle. Très tôt, vous avez été investi dans la vie associative. Vous avez été président des auberges de jeunesse du Val-de-Marne pendant 7 ans, contribuant activement à promouvoir des valeurs d'ouverture, d'échange et de solidarité. Vous avez également été membre fondateur et membre du bureau de la FNRTLI. Alors, j'explique, la Fédération nationale des radios et des télévisions indépendantes, participant ainsi au développement du paysage audiovisuel local en France. Votre engagement s'est également exprimé avec force dans le domaine syndical. Au sein de votre entreprise, mais aussi au niveau territorial, vous avez exercé des responsabilités importantes, notamment en tant que vice-président de la branche métallurgie de Hauts-de-Seine, puis en qualité de secrétaire général de cette même union. À travers ces fonctions, vous avez œuvré avec conviction pour la défense des salariés, le dialogue social et la promotion d'un modèle équilibré de relations professionnelles. Cet engagement a été reconnu à l'échelle nationale lorsque la Confédération des travailleurs chrétiens vous a nommé en 2022 administrateur de l'AFPA, premier organisme de formation professionnelle en France. Vous participez ainsi activement à un enjeu majeur, celui de la formation et de l'insertion professionnelle. Plus récemment, vous poursuivez cet engagement au service de la société en tant que conseiller prud'homal au tribunal de Nanterre
dans la section encadrement, où vous exercez des fonctions de président d'audience et de référé, contribuant à la justice sociale avec impartialité et exigence. Monsieur Axas, votre parcours illustre un engagement constant au service des autres, une exigence de responsabilité et un attachement profond aux valeurs humaines, humanistes, professionnelles et citoyennes. À travers cette distinction, c'est encore un homme de conviction, de dialogue et d'engagement que nous honorons aujourd'hui avec l'Étoile civique et la CFTC. Je vous adresse au nom de tous mes plus sincères félicitations et notre profonde reconnaissance. Merci à vous. Je me sens honoré par l'Étoile civique et par toi, Ali. Je pense que tout ça, c'est un travail collectif aussi. On a l'impression qu'on reçoit individuellement, mais on fait partie d'une équipe. Tout au long, d'ailleurs, ça a été, dans le département à la CFTC, ça a vraiment été très important. Et bien sûr, c'est l'aboutissement d'un travail qui s'est fait au sein d'un collectif. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ces différentes responsabilités, parce que faire du syndicalisme, c'est beaucoup d'efforts, peu de résultats, mais c'est toujours avec plaisir. Le diplôme d'officier, médaille d'argent de l'Étoile civique. Bien avancé. Alors, cher Gilles Rousseau, tout commence dans un contexte personnel difficile. Alors que vos parents traversent une épreuve, votre père choisit de rester auprès de son épouse malade au prix de son emploi. Gilles Rousseau fait lui aussi un choix déterminant, celui de s'engager dans la Marine nationale pour soutenir sa famille. Un choix de responsabilité, déjà un choix de cœur. À cette époque, Gilles Rousseau partage sa vie avec Marie-Christine, qui est présente. Tous deux sont très jeunes et pourtant déjà habités par des idéaux très forts. Avec une pointe d'émotion et d'humour, Gilles aime rappeler qu'il se destinait alors à devenir prêtre. Tandis que son épouse envisageait la vie religieuse. Nous étions en 1971. Leur séparation temporaire, digne d'un film, témoigne déjà de la force du lien qui les unit. En 1973, ils se retrouvent et choisissent de s'engager ensemble dans la vie en se mariant. Gilles a alors 20 ans, son épouse 19 ans. Ils s'installent à Toulon, dans une ville inconnue, au rythme intense de la formation militaire. Des journées longues et exigeantes, débutant à l'aube pour se terminer tard le soir. Une vie exigeante, mais construite à deux, dans la solidarité et la confiance. La carrière militaire de Gilles Rousseau se poursuit avec exigence et compétence. En 1975, il se spécialise en tant que responsable d'unité de calcul pour un système de lance-missiles. Il sert sur plusieurs bâtiments de la Marine nationale, contribuant à des missions stratégiques pour notre pays. En 1983, il est confronté à l'un des moments les plus marquants de son carrière, un déploiement en urgence vers le Liban, dans un contexte dramatique après l'attentat du Drakkar qui coûta la vie à de nombreux soldats français. Puis, au début de l'année 1984, il repart en mission pour une longue campagne qui le tiendra éloigné de sa famille pendant près d'une année entière. Ces années d'engagement intense, parfois au prix d'importants sacrifices personnels, forgent son caractère et renforcent ses valeurs. En 1987, après plus de 15 années au service de la nation, Gilles Rousseau fait un nouveau choix déterminant, celui de rejoindre la vie civile. Commence alors un second chapitre. Gilles Rousseau intègre Dassault Aviation avec le IPSF, où il découvre le monde de l'entreprise dans un contexte lui aussi très exigeant. L'entreprise traverse des restructurations profondes avec des réductions d'effectifs, malheureuses. Face à cela, qu'il perçoit comme une injustice et une incompréhension, son sens de la justice reprend le dessus. Son engagement syndical naît alors naturellement. Gilles Rousseau devient un acteur majeur de la vie sociale de son entreprise. Il s'investit pleinement, restructure son organisation syndicale et prend la présidence pendant 10 années. Il exerce également les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical central, contribuant activement au dialogue social. En 2008, Gilles Rousseau franchit une nouvelle étape en devenant conseiller prud'homal au conseil de Boulogne-Billancourt, donc section encadrement, non loin de la direction générale de la gendarmerie nationale. Animé par une véritable passion pour la justice sociale, il accompagne et défend plus d'une centaine de dossiers
devant les conseils de prud'homme comme devant les juridictions d'instance et d'appel. Son engagement est constant, rigoureux, profondément humain. Parallèlement à ses responsabilités, Gilles Rousseau fait preuve d'un engagement citoyen durable, en exerçant depuis 27 ans la fonction de syndic bénévole de copropriété, mettant ses compétences au service de la collectivité, du collectif et du bien commun. Aujourd'hui, retraité depuis 11 ans, il peut regarder son parcours avec fierté, mais lui-même le dira avec sincérité. Rien n'aurait été possible sans le soutien indéfectible de son épouse, présente à chaque étape, dans les moments de doute comme dans les moments de réussite. Monsieur Gilles Rousseau, votre parcours est celui d'un homme de devoir, de conviction, profondément attaché aux autres. Ce que je voudrais dire, et je vais arrêter de lire, Gilles Rousseau était mon prédécesseur et le prédécesseur de Laurent. Je crois que tu n'es pas sorti de la CFTC de la meilleure manière. Et je voudrais dire aujourd'hui solennellement que c'est une façon de réhabiliter tout ce que tu as fait, tout l'engagement que tu as fait, et de montrer que tu es un homme profondément humain, avec des belles valeurs chrétiennes qui sont universelles, de fraternité, de vivre ensemble. Et c'est une façon aussi humblement de te reconnaître. Tu sais que je marche derrière tes pas, que je n'oublierai jamais le bien que tu as fait, ainsi que celui de Laurent, et que pour moi c'était important que ce moment aujourd'hui se réalise. Voilà. Et merci pour lui, pour cette Merci. Oui, des engagements très forts. En fait, par rapport à ce que tu viens de dire au final, je suis sorti, je me suis mis à l'écart parce que je me prenais très méchant. Donc, quand on est trop en avant dans cette structure, que ce soit sur le plan syndical ou sur le plan politique, on le voit souvent, on a affaire à des gens qui font tout par moment pour casser les pattes. Donc il faut arriver à se trouver le bon créneau pour se retirer gentiment de la lumière. De la lumière. Mais je suis toujours resté adhérent à cette décision. Quand je vois le témoignage que vous m'offrez avec ce que je vous ai transmis et ce qui est présent aujourd'hui, moi je suis tout là. C'est ce que je voulais faire, c'est ce que je continue à faire toute ma vie, de toute façon. Et ça n'arrête pas là avec moi. Donc, c'est tout à fait logiquement que au nom d'étoile civique, on te donne le diplôme de commandeur, médaille de Vermeil. On peut l'applaudir. On s'est connus il y a à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir un homme dont le parcours incarne avec une rare constance ce que servir veut dire. Le général de brigade Hervé Pétry. Officier général de la gendarmerie nationale, le général Pétry a bâti en plus de 30 années d'engagement un parcours d'exception, où se conjuguent le commandement opérationnel, l'expertise stratégique et l'expérience internationale. Tout commence par une vocation et une exigence. Élève de classe préparatoire au lycée militaire d'Autun. Je fais une petite aparté que je connais très bien, parce que je suis de Bourgogne. Donc, je le savais. Ah Puis chef de section au 1er régiment des chasseurs parachutistes, il rejoint en 1997 l'école des officiers de la gendarmerie nationale. De là débute une carrière de terrain. Vient ensuite le temps de la conception et de la stratégie. Officier concepteur à la direction générale de la gendarmerie nationale, il sert également à l'étranger comme attaché de sécurité intérieure, adjoint à l'ambassade de France en Chine et à Pékin. Diplômé de l'école de guerre, promotion Charles de Gaulle, il prend la tête de la prestigieuse section de recherche de Lyon, puis devient coordinateur national des groupes interministériels de recherche avant d'accéder aux fonctions de commandant en second du service central du renseignement criminel. Le 1er février 2024, le général Pétry prend le commandement de l'unité nationale cyber, bras armé opérationnel de la gendarmerie dans le cyberespace. Il est aujourd'hui en première ligne,
face à des menaces qui nous concernent tous. La prolifération des outils d'arnaque, les escroqueries démultipliées par l'intelligence artificielle, des fuites de données massives et la cyberisation de la criminalité organisée. Cet engagement, le général Petry le prolonge aussi par la pensée. Il est l'auteur de l'essai « Préserver la paix civile », publié chez Economica en 2021. Son mérite a déjà été reconnu par la République. Il est chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Mais ce que nous célébrons ce soir dépasse les distinctions et les fonctions. Nous rendons hommage à un homme qui a consacré sa vie au service des autres. Un officier qui protège ses concitoyens dans un monde où les menaces évoluent sans cesse. Un stratège qui anticipe les défis de demain afin de préserver la sécurité et la paix civile. Par son engagement exemplaire, son sens du devoir et les valeurs qu'il incarne au quotidien, le général Hervé Petry honore la fonction qu'il exerce et inspire celles et ceux qui servent à ses côtés. C'est pourquoi son parrain, notre ami Ali, et moi-même aussi, président national de l'Étoile civique, nous avons souhaité distinguer un parcours d'exception et saluer une carrière entièrement dédiée à l'intérêt général. Au nom de l'Étoile civique, nous avons l'immense honneur de lui décerner la médaille d'or et de l'élever ce soir au grade de grand officier de l'Étoile civique au sein de la promotion Gisèle Halimi. Mon général, recevez nos plus sincères félicitations, notre profonde gratitude et l'expression de notre très haute considération. Ce grand hommage, vous avez retracé ma carrière, vous avez retracé mon engagement, mais moi je veux saluer aussi votre engagement, qui s'efforce de mettre en avant un tas de personnes, de personnalités, et donc c'est aussi tout un travail associatif qu'il faut saluer, et je veux vous remercier. Et effectivement, vous l'avez dit, à travers moi, c'est aussi le travail de la gendarmerie, dans ce domaine ô combien sensible, qui est celui de la lutte contre la cybercriminalité, plus globalement la criminalité. Vous connaissez tous l'époque dans laquelle nous sommes, et le cyber est un vecteur important, pas simplement en termes de criminalité, mais aussi en termes de sécurité nationale et de sécurité collective, avec des attaques venant de l'étranger. Je vous remercie beaucoup à nouveau, et puis C'est nous qui vous remercions. Je vais laisser Ali. Effectivement dire que la gendarmerie est aimée par nos concitoyens français, que ce travail est exceptionnel. C'est vrai que la menace elle est permanente, elle est constante. Aujourd'hui, c'est mon honneur aussi à la fin un homme. On dit que dans un bateau, il y a un seul commandant. C'est grâce aussi à ce que vous faites, aux perspectives que vous portez, que les choses s'améliorent et progressent dans le bon sens. Et je suis honoré aussi de ça, dans vos unités. Mais ça, c'est pas entendu. Voilà, et je peut-être dire un petit mot. Oui, c'est vraiment, bonsoir à tous, c'est vraiment pour vous dire que le sénateur de la Guyane, vice-président du Sénat, Georges Patient, aurait aimé être présent parmi vous. Il avait donné son accord pour être président. Malheureusement, il retourne en Guyane. Donc, je vous apporte ces salutations et je félicite évidemment le général. Merci à vous. Laurent, on lutte contre la discrimination chez les syndicats. Tu n'as pas dit un mot, donc si tu veux bien venir dire un mot. Parce que c'est vrai qu'on a commencé l'usage avec Loïc. Tu vas bien venir dire un mot. Alors, déjà, je vous remercie effectivement pour cette reconnaissance. Alors, j'étais beaucoup à la lumière, j'étais aussi parfois un homme de l'ombre. J'ai toujours eu à cœur de faire évoluer ceux qui étaient avec moi. Je pense qu'ils peuvent en témoigner. Parce que pour moi, c'est une manière de mettre en avant, c'est le bien commun. C'est-à-dire que c'est pas, effectivement, on fait pas ça pour nous-mêmes, on fait ça pour les autres. Et je pense que c'est important, effectivement, aujourd'hui que ce qu'on fait pour les autres soit reconnu. Merci encore. Donc voilà.
vous avez la médaille de l'étoile civique, médaille d'or. Voilà. Bravo, trois applaudissements.